bienvenue à l'émission Littéralement d'ici. On parle de la littérature faite par des gens de notre région. Et puis aujourd'hui, je reçois Danielle Dubé. Danielle, bonjour. Bonjour. Bienvenue au musée Louis Aymon, tout neuf. Tout neuf, tout beau. Là, les gens ne le voient pas, mais on est face à une fantastique baie vitrée. Ouais. On a toute la pointe Taillon devant nous, on a la rivière, on a des oies qui passent. Fait que c'est vraiment... C'est magnifique. Il y a juste la lumière qui nous inonde un peu, mais pour le reste, c'est fantastique. Non, c'est inspirant en plus. Fait que moi, je t'ai invité. Toi, tu es une auteure de la région, mais tu n'es pas originaire de la région. Je ne suis pas originaire de la région, mais j'ai adopté la région, où on m'a adopté, probablement les deux. Mais je suis originaire de la région de Métis, près de Métis-sur-Mer, près de Rimouski. Mon enfance, je l'ai passée dans cette région-là, Mont-Joli, tout ça. Okay. Et puis, à 10 ans, mes parents, j'allais dire, c'est quasiment un exil pour moi, parce que quand tu es enfant, j'avais à peine 10 ans. On a déménagé en Estrie, dans les Bois-Francs, plus précisément. Puis par la suite, j'ai déménagé souvent pour les études, que ce soit à Montréal, à Québec. Ah oui. Puis tu es une voyageuse? Je suis une voyageuse aussi. Puis parce que jeune, probablement que j'ai eu la piqûre. Mon père était voyageur aussi, voyageur de commerce. On le voyait souvent partir. Quand j'étais petite, je partais dans les champs puis je disparaissais avec mon chat. Donc les fugues, t'aimes ça? Ah, j'aimais ça. Okay. Je partais sur les routes, les chemins, puis mes frères étaient comme moi. Puis on nous ramassait quelqu'un, nous ramenait à la maison. C'était comme ça. Tu t'es promenée partout dans le Québec, dans le monde. Tu parlais que tu avais été en poste au Nunavik. Oui. Partout dans le Québec parce que j'aime les territoires du Québec. En même temps, j'aime les villes, mais j'aime la nature. J'ai besoin des deux. Alors, le Nunavik, c'était avec mon ex-conjoint, mon compagnon de vie, qui, lui, est un grand voyageur. Okay. Alors, il m'a initié au voyage, pour vrai, là. Je veux dire, aller loin, aller entre autres dans le Nunavik, avoir un contrat de professeur moi qui étais attirée par le journalisme, mais les deux se sont rejoints à un moment donné. On m'a demandé, j'avais un contrat pour créer la première classe française parce que tout le monde dans le Nunavik étudie en anglais. Ben oui. C'est encore le cas. C'est la loi, selon la loi sur les Indiens, c'était le fédéral qui avait le territoire avant que le Québec s'approprie certaines jurisprudences qu'il avait sur le plan de l'éducation. Et par la suite, c'est passé dans les commissions scolaires, comme on sait, Inuit. Alors, à l'endroit où j'étais à Côte-du-Rapic, sur le bord de la Grande Rivière, et il y avait des Cris et des Inuits. Donc, j'ai connu ces 4 communautés, en fait. Celle des Blancs, divisée en francophones et anglophones, celle des Inuits et des Cris. Et c'était pour moi une expérience. Parce que quand tu as 20 ans, que tu découvres le monde de cette manière, que tu découvres aussi la discrimination, c'est là, moi, l'injustice m'a toujours interpellée. Et je crois que, outre l'enfance, l'adolescence, tout ça, ce que les filles peuvent subir et tout, c'était de découvrir le racisme et la discrimination. Puis j'ai vécu des scènes que je n'oublierai jamais, comme voir un moment donné un chef cuisinier dire à une Inuit dans la cafétéria, « Toi, le Chinois, apporte ton cabaret. » Okay. Genre de trucs comme ça. Moi, je ne pouvais pas. Puis, à un moment donné, j'ai travaillé avec une équipe qui s'intéressait au cinéma aussi, parce que moi, j'ai déjà été présidente de ciné-club dès l'âge de 16 ans à Québec, puis dans mon collège. Et puis, à un moment donné, j'ai voulu aussi continuer à amener du cinéma. Et je voulais du cinéma québécois et de langue française. Et celui qui s'occupait du ciné-club était un anglophone, un gérant de la Hudson Bay, et il n'a pas voulu. Okay. J'ai résisté. C'était ma première bataille, je crois. J'ai dit, on va faire venir. J'ai fait venir, malgré qu'il était contre, j'ai fait venir des films francophones. Puis on va parler de tes engagements, parce que c'est quelque chose qui est très important. On va finir le chapitre voyage, parce que je voudrais aller au bout, parce que c'est une entrée aussi en littérature pour beaucoup de gens. Oui. Déjà, il n'y a pas que des grands voyages, des petits. Tu as un point commun avec Jean Désir que j'ai tout à fait, que j'ai accueilli. Oui. C'est que non seulement tu fais des grands voyages, mais tu fais aussi des petits voyages autour du lac. Parce que lui, Jean Désir, d'aller dormir 2-3 fois sur le lac, un bivouac, et puis il en raconte, c'était toute une aventure. Mais toi, tu as fait aussi un livre sur le tour du lac à vélo avec ton conjoint actuel, Yvon Paré, que je vais recevoir tout à l'heure. Exactement.
Pour ce qui est du Nunavik, j'ai écrit un journal, mais qui n'a jamais été publié. Okay. Et je ne sais pas si je vais travailler sur ce journal un jour, parce que ça prend du temps à écrire. Mais pour ce qui est du tour du lac, oui. Moi, je tenais à découvrir, parce que la première fois qu'Yvon et moi, on a fait le tour du lac, c'était en 3 jours. Ouais. Tu vois à peine. Tu pédales. C'est tout ce que tu fais, c'est de la vitesse, puis tu vois le décor, mais à peine. C'est pas très méditatif, mettons. Non. Alors que lorsqu'on décide de le faire en temps de jour, on avait déjà fait la Provence, je pense, en 21 jours. On a dit pourquoi on ne ferait pas notre territoire, aussi découvrir notre territoire de cette manière. Alors, on a décidé le 24 juin, on a calculé le temps, on est parti en juin à vélo, d'Alma, précisément d'Almatois, d'un gîte, parce qu'on a décidé de faire tous les gîtes, plusieurs gîtes du moins, puis de partir et d'aller en direction de Saint-Gédéon, de sorte qu'on s'est organisé pour arriver le 24 juin là et de célébrer la Saint-Jean, la fête nationale, là-bas. Parce que c'est là-bas qu'est le party, c'est là-bas qu'est la fête. Le long des plages, les gens passent la nuit là-dessus, puis on avait des amis journalistes qui avaient un chalet là-bas. Ils nous ont intégrés au milieu. Alors, en l'espace d'une journée, 2 jours, là, tu peux faire la connaissance des gens d'un milieu, découvrir, j'allais dire, un monde nouveau. On commençait par la fête, puis le lendemain, on a continué à pédaler autour du lac, d'aller en village. C'est le récit de votre odyssée autour du lac. Hein. Ils vont écrire sur l'Odyssée, c'est votre odyssée. C'est vrai. Puis il y a aussi des voyages plus lointains. La première fois que j'ai entendu parler de toi, c'était pour ton carnet de voyage Kyoto. Ah, d'accord. Oui. Rappelle-moi le titre, j'ai oublié. Ciel de Kyoto. Ciel de Kyoto. Oui. Qui était un récit de voyage avec des femmes. Oui, oui. Fait que ça, c'était au Japon, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est fabuleux. C'était un voyage marquant pour toi. Marquant. Avec 9 femmes. Et puis, nous sommes arrivés, bien sûr, à Tokyo, mais on s'est dirigé vers Hiroshima. On a pris un autre vol pour Hiroshima. Et d'arriver à cet endroit, au départ, c'est un choc. Parce que tu t'imagines, avec tout ce qu'on a appris sur Hiroshima, le nucléaire, tout ça, la pression qu'il y a eu sur ce milieu, la catastrophe nucléaire, c'était pour le monde occidental une révélation, le monde oriental, la planète entière, épouvantable. Alors, quand on arrive sur le lieu, on ne peut pas faire autrement que penser à Hiroshima, mon amour. Ben oui, tout à fait. À penser à un livre de femmes. Un livre de femmes, justement. J'avais la voix de Marguerite Duras dans la tête. Alors, on entre dans ce pays de cette manière, mais on découvre que tout s'efface, mais tout revient. Hein. Je veux dire, c'est horrible ce qui s'est passé là, mais la ville s'est reconstruite. Il y a presque autant de gens qu'à Québec, si je ne me trompe pas, maintenant à Hiroshima. Alors, peut-être 300 000 personnes, là, c'est bâti partout, là. Mais quand tu longes, parce que c'est devenu un jardin, un parc du mémorial, quand tu longes les rivières, Ota et tout ça, ben, tu ne peux pas faire autrement que penser à l'horreur que ces gens ont subi, à la mort, à ce qu'ont vécu les gens. Et tu plonges dans la lecture des livres des écrivains japonais qui ont traduit cette tragédie humaine horrible qu'on ne voulait pas revoir, bien sûr. C'est une femme d'engagement, j'ai dit tantôt, puis les gens ne feront pas le saut. On t'entend parler, puis on l'entend. Tu es aussi une femme d'indignation, tu es une femme de combat. Ouais. Puis au travers de tout ça, la question que je me pose, parce que tes engagements féministes, on les connaît, en quoi c'était important d'y aller avec 9 femmes? En quoi c'est important de se battre comme femme ou d'y aller avec des femmes? Tu sais, c'est un voyage de femmes, mais tu es rien qu'autre femme. Oui. Et puis c'est quelque chose, tu l'as vendu aussi comme ça, ton livre. Oui. Tu sais, quand tu l'expliquais, c'est un voyage de femmes. Oui, c'est vrai. Mais ça, c'est une initiative d'un groupe, d'un camp littéraire. Le camp littéraire de haïku de Bécomo. Okay. Alors, ces femmes-là, il y avait des hommes aussi qui faisaient du haïku avec nous, et puis des haïkistes qui venaient de partout, du Japon, d'Europe, tout ça. C'est un rendez-vous annuel extraordinaire. J'ai amené une de mes amies là, d'ailleurs. Et moi, le haïku me fascinait depuis longtemps, parce que autant j'aime écrire du roman, mais du roman, c'est long à écrire. Un récit, surtout du roman, c'est très long. Est-ce qu'on peut dire aux gens, qu'est-ce que c'est qu'un haïku? Puis le haïku, c'est un poème en 3 vers. Et c'est très musical. Moi, c'est le rythme corporel ou physique qui est en moi. C'est-à-dire que c'est un vers d'environ 5 syllabes. 7, 5, 7, 5. D'ailleurs, en musique, il y a déjà, et ça existe, tu sais, ce rythme-là, du 5, 7, 5. C'est aussi, il y a une césure à l'intérieur qui est importante, il faut qu'il y ait une pause. C'est saisir l'instant présent. Pour moi, c'est comme une photo d'un moment
Et dans ma tête, quand je pédale, quand je fais le tour du lac, là, où je fais le parc de Pointe-Taillon, là, on fait ça souvent, Yvon et moi, presque à tous les jours, parfois. Et je fais des haïkus, c'est fort. Je suis plongée dans la nature, je saisis quelque chose, une image, c'est dans ma mémoire et mon imaginaire agissent en même temps et j'essaie de saisir l'instant présent. Un petit poème de rien du tout. Ça incarne dans les mots. Ça s'incarne. Très peu de mots, oui. chargés en émotion et en chargés impression. en émotion. Okay. Et je trouve ça, moi j'adore, c'est un art de vivre. Autant le roman en est un, créer de la musique, j'aurais aimé être musicienne, je n'ai pas le talent, mais j'adore la musique, j'adore écouter la musique. Mais quand je marche ou je pédale, j'ai presque souvent, il y a un air dans la tête d'ailleurs, mais je n'ai pas le talent de compositeur. Je compose autre chose avec les mots. J'essaie de faire ma musique à moi. Ah oui, puis c'est aussi le rapport à la langue française, parce que tu l'as nommé, hein, ton départ, le 10 autour du lac, c'était pour la Saint-Jean-Baptiste. Tu t'es battu pour qu'il y ait un peu de radio francophone dans le Nord. Je pense qu'on ne fera pas non plus le saut en apprenant que tu affirmes tes idéaux très, très nationalistes au sens positif du terme. En quoi c'est important pour un pays, pour une culture et pour la région d'avoir une langue? Parce qu'on se questionne beaucoup sur l'identité, qu'est-ce que c'est? Mais toi, je pense que tu fais un lien direct avec le fait de parler sa langue. Absolument. D'abord, il y a 350 millions d'anglophones au moins en Amérique du Nord. Nous sommes à peine peut-être 10, 12 millions. Au Québec, 6, 7 millions sur l'ensemble. Donc, si on veut protéger cette culture, il faut l'aimer, il faut la transmettre, il faut que ce soit une langue messagère qui permette qu'on se rencontre, qu'on se réunisse, qu'on se rassemble, qu'on protège cette langue qui est belle et grande, qui a sa propre musicalité. Et c'est comme ça qu'on peut arriver à communiquer. Si on n'a pas de langue, si on est perdu entre 2, 3 langues, ceci dit, j'aime beaucoup les langues. Oui. Quand je vais aux États-Unis, je parle anglais, c'est clair, au Canada anglais. Mais quand je vais en Espagne, j'aime bien entrer en espagnol aussi, dans la langue de l'autre. Puis aimer sa langue, c'est pas haïr les autres. Beau. Pas du tout. Mais c'est son identité. Si on n'a pas d'identité, qui sommes-nous? Nous sommes complètement perdus. Et en quoi la littérature, elle nourrit ça, ce sentiment d'identité, cette espèce d'assurance, d'appartenir à une culture puis de se sentir bien là-dedans? En quoi la littérature, c'est important? La littérature, d'abord, c'est le plaisir des mots, de dire quelque chose et de transmettre quelque chose, que ce ne serait que notre curiosité personnelle, le goût d'apprendre, de savoir. J'ai toujours été curieuse, voulu savoir. Je posais des questions à ma mère, je m'en pose encore des questions. C'est l'art de s'interroger, c'est l'art de comprendre le monde, d'essayer de le traduire. Étant donné que j'ai été journaliste, ça s'est toujours côtoyé, ces deux choses-là. Questionner l'autre, ce que vous faites en ce moment, avoir le plaisir de la rencontre et d'échanger avec l'autre et d'essayer de comprendre donc et de se comprendre soi-même. Y compris le risque d'aller dans des pays non seulement étranges, différents d'une autre. Pour moi, le Japon, c'était une révélation parce que c'est une manière d'être tellement différente de la nôtre et dont on a à apprendre. Il y a des choses que je rejetterais, mais il y a des choses que j'aime parce que quand on prend la notion de respect qui existe entre les gens, la notion de beauté, la beauté des jardins, du paysage, le respect de la nature, l'intégration de la vie, c'est tout ça. Puis c'est parfois, certains écrivent, c'est Nancy Houston qui dit ça, ou Marité Villeneuve, je ne sais pas, j'ai lu tellement de gens que j'aime beaucoup et qui sont des amis. C'est une consolation aussi, parfois. Quand on a soit une peine ou quelque chose qui nous tracasse, une angoisse, le fait d'écrire, ça fait du bien à tout le monde. Le fait d'entrer dans la peau des autres. Moi, j'aime entrer dans la peau de plusieurs types de personnes. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas moi, puis je ne leur ressemblerai jamais, probablement pas, mais il y a quelque chose qui m'intéresse chez ces personnes-là, puis que je veux traduire. Ça, c'est passionnant, parce que la littérature, le terme de vivre d'autres vies que la sienne, c'est vraiment au cœur de la littérature. Puis c'est au cœur aussi de la construction de l'identité, parce que finalement, on comprend bien mieux qui on est quand on a exploré un peu qui sont les autres de manière imaginative, mais ça doit se faire de la bonne manière. Par contre, toi, quand tu mets des personnages qui sont
différents de toi. Là, on est au lac Saint-Jean, dans le lac Saint-Jean devant nous, pile devant, par exemple, Ouais. on a Mastoyache, la communauté Innu, tout ça. Ouais. Tu sais, par rapport aux enjeux de comment est-ce qu'on peut représenter les autres dans notre littérature, est-ce que tu as des trucs, toi, pour t'assurer du respect aussi de la différence? D'abord, je vais les voir. OK. Dès que je suis en démarche en voyage, ça vient automatiquement, ou en processus d'écriture ou pas, je vais vers l'autre. Puis ça, c'est mon approche journalistique. C'était ça. Tu vas vers l'autre, tu poses une question. J'oublierai jamais les premiers moments où j'ai fait ça dans la vingtaine, que ce soit à Rimouski, où j'ai commencé à travailler, ou encore à Chicoutimi. J'avais un caméraman avec moi. Et puis, j'ai le droit, moi, sur la rue, n'importe où, de poser la question. Puis je voyais que l'autre était... Parfois, il y avait deux personnes. Une personne s'avançait pour me répondre, puis l'autre se cachait pour ne pas répondre. Alors ça, là, j'ai toujours essayé de cultiver le bien-être de l'autre, de rassurer l'autre. Je me présente, je lui pose une question, je m'intéresse à l'autre, et puis l'autre me répond. On se voit tout de suite. Je veux dire, à Mastoyache, là, à un moment donné, j'étais fascinée parce qu'on a habité dans un gîte, M. Paul ou Mme Paul, en tout cas. Et puis, non, c'est pas moi. C'est pas... et puis, à un moment donné, on a vu des sculptures sur le bord de la rue principale. Ça, c'était de Thomas Siméon. OK. Hein? Mais il était... Moi, on était fascinés par ces sculptures-là, mais on n'osait pas trop y aller. Puis jusque le lendemain, quand on est venu prêt à partir, il était assis sur un balcon, sur sa galerie. J'ai dit, Yvon, on arrête là. Puis là, il nous invite dans son atelier, puis il nous fait voir ce qu'il fait, puis il nous explique, puis on a une magnifique rencontre avec lui. Oui. C'est comme ça. Quand tu voyages, tu en vas à l'étranger, c'est pareil. Tu rencontres quelqu'un, tu lui parles. Cultiver l'esprit d'ouverture. L'esprit d'ouverture. Quand on trouve quelque chose de beau, de bon, de bien, d'attirant, pourquoi pas aller vers l'autre? Puis le journaliste nous donne ce droit-là. On ne se permet pas tout le temps quand on est dans une ville et que tout est anonyme. On oublie de le faire. On oublie de le faire, on n'ose pas. Mm-hmm. Puis là, quand on a une bonne raison, un prétexte, moi, quand je suis en voyage, je me donne le droit de le faire. Tout à fait. Alors là, j'explore. Parce que c'est un travail, c'est pas un travail, c'est un plaisir d'explorer. Quand c'est quelque chose. Oui, tout à fait. Explorer, aller voir un monde différent du sien, découvrir un monde différent, des valeurs différentes, un art de vivre. Et parmi tout ça, je dis, il y a quelque chose qui va t'influencer dans ta vie, qui va te rendre ta vie plus belle et meilleure. La curiosité. Ah oui. Gardez ça. Puis il y a un autre combat qui était cher aussi. Je ne sais pas si on peut appeler ça un combat, mais tu es très attaché au lac. Oui, oui. Avec ton conjoint, là, c'est un combat que vous menez à deux, je pense. Oui. S'assurer que tous les acteurs du lac ils aient le souci de garder ce lac en bon état. Pourquoi il faut le protéger, ce lac Saint-Jean? Parce qu'il est magnifique. Pour moi, quand je l'ai découvert, ce qui est drôle, c'est un Français qui m'a fait découvrir le secteur de Saint-Henri-de-Taillon. C'est Gérard Pourcel qui était directeur du Salon du livre du Saguenay. Parce qu'on habitait au Saguenay avant. Puis, à un moment donné, il nous a invités chez lui, dans son chalet, avec sa conjointe de l'époque. Et puis, il m'a amené en haut d'une falaise. Puis là, j'ai vu l'escalier, j'ai vu la plage. C'est extraordinaire ici. Moi qui adore, moi qui ai besoin, parce que mon grand manque, mon paysage intérieur, c'est le fleuve. C'est le fleuve Saint-Laurent, je suis née... T'es là. Là. Fille de métier sur mer. Ça restera toujours pour moi important. Les vagues, l'eau. Il manque juste l'odeur de la mer ici. OK. Il manque un peu de varech. Oui. OK. Mais, oui, c'est ça. Mais il y a la couleur, il y a la beauté du ciel et de l'eau. Il y a le soleil perpétuel à toutes les saisons, le coucher de soleil qu'on voit. C'est magnifique. Il y a des espaces intérieurs aussi où on peut aller faire du ski ou de marcher l'hiver dans l'intérieur des forêts. Mais le lac, c'est un milieu d'une richesse sur le plan environnemental à protéger. Et heureusement qu'il y a des parcs comme le parc de Pointe-Taillon. Il y a des lieux comme ça qui protègent parce que sinon, la voiture détruirait tout. Ouais. Alors, puis la véloroute est une invention extraordinaire parce que ça nous permet de voyager en dehors des circuits routiers aussi. Puis de prendre la dimension du territoire. Oui. Parce qu'appuyer sur une pédale de gaz ou une pédale de vélo, c'est pas le même rapport au territoire. Non. D'abord, tu es libre. Tu es dans l'air. Ouais. Tu sens, tu as des odeurs, des couleurs. Il y a des choses que tu vois, tu as le temps de voir. Ce qu'en voiture, tu ne peux pas, parce qu'on ne roule pas à moins, généralement, rarement en bas de moins 90 km/h. Alors qu'en vélo, c'est combien?
C'est 6-7-20... Non, 20 km. Ça dépend comment on pédale. Mais généralement, on fait le test, là, puis c'est entre 15 et 20, 22 km/h environ. Donc, tu as le temps de voir beaucoup plus de choses, de respirer, de sentir, d'observer, de remarquer les oiseaux qui passent devant toi, des envolées parfois de grues, des envolées de canards. Donc, un rapport au territoire qui est enrichi. Est-ce que tu as déjà travaillé le lac, toi, comme lieu avec ta littérature? Tu as fait le tour? Oui. Écrit à quatre mains avec Yvon. Oui. Mais y a-tu d'autres. Est-ce que tu as déjà écrit des fictions, par exemple, sur ce lac-là? Fiction sur le lac, non, parce que je suis trop voyageuse peut-être, mais je ne regrette pas ce qu'on a fait. Ce qu'on a fait pour le fjord, parce qu'on a écrit Le Bonheur est dans le fjord aussi. Mais c'est là, c'est toujours là. Mais c'est bizarre, j'ai comme besoin, on dirait, que mes premiers romans commençaient presque toujours à l'étranger. Ouais. Comme Les Olives Noires, c'est en Espagne. Mais durant la crise d'octobre du Québec, il y a toujours un rapport avec le Québec. C'est comme si je transportais l'âme du Québec ou le territoire que j'ai en moi ailleurs, puis que je le ramenais. Ouais. C'est étrange, mais ce que je fais en ce moment avec mon prochain roman, Les Anges de Sarajevo... OK. Yougoslavie. Pardon? C'est la Yougoslavie, pour ceux qui ne savent pas. Oui, l'ex-Yougoslavie. Alors, c'est l'histoire d'une correspondante de guerre qui s'en va là-bas et qui revient d'un choc post-traumatique. Mais pour en sortir, elle est originaire du bas du fleuve. Je ne peux pas faire autrement. Pour moi, là, c'était les Jardins de Métis. Il fallait que j'écrive quelque chose là-dessus. Parce que ça a trop imprégné mon enfance, même si je n'avais pas le droit d'y aller. Alors, j'ai imaginé toutes sortes de choses tournant autour de cette zone-là, mais Arvida est là aussi. OK. Il y a des zones qui sont là. Mais un roman totalement sur le lac, non, j'en ai pas fait, j'avoue. J'ai fait des récits, j'ai fait des haïkus. Entre toi et moi, c'est un recueil de haïkus avec avec mon amie. Je dis mon ex, elle est décédée. C'est Nicole Hood, la grande romancière, avec qui j'ai écrit des haïkus, chacune de notre côté, elle au Jardin botanique, puis moi ici. Ici, le long du parc de Pointe-Taillon, dans mon environnement, moi, à Pointe-Wilson, dans le secteur de Taillon. En tout cas, là, je raconte vraiment ce que je vis à travers le haïku. Eh bien, écoute, tu en as profité pour nous teaser ton prochain livre, parce que tu en as parlé un petit peu. Fait que sur ce, je vais clore l'entrevue. Puis je te remercie vraiment, Danielle. C'était un plaisir de te rencontrer dans un si beau décor, et très, très proche de chez toi, puis en face de ton terrain de jeu, qui est la Pointe-Taillon. C'est merveilleux. Préservons cet endroit. Merci beaucoup. Merci. Salut. La Ville de Durbeau-Mistassini ainsi que la MRC de Maria-Chapdelaine ont le plaisir de vous inviter dans sa somptueuse salle de spectacle pour vous présenter Impro en 4 coins. Un tournoi d'improvisation 2 contre 2, sous une scène incroyable. Bon match! Je m'appelle Xavier Doucette, je suis en secondaire 2 à l'école secondaire des Grandes Rivières Bâtiment des Chutes. Aujourd'hui, je vais vous parler de L'Agent Jean. L'Agent Jean, c'est un livre d'agents secrets. C'est une bande dessinée, genre comme vous pouvez voir ici. C'est une bande dessinée d'agents secrets avec... c'est pas des humains, c'est des animaux. Puis c'est vraiment drôle, c'est plus genre comique, vraiment de l'action. Puis j'ai choisi ce livre-là parce que moi, j'aime vraiment tout ce qui est comédie un peu absurde, puis ces affaires de même, là. Il y a Jean, qui est le personnage principal. Après ça, on a WXT, que c'est comme un peu il travaille pour l'agence avec Jean, mais il est comme un peu tout le temps après lui parce que Jean il est meilleur que lui tout. Ça, c'est Bulle. Bulle, elle a un coup de foudre pour Jean, mais lui, Jean, il est comme un peu stupide, fait qu'il sait pas qu'elle a un coup de foudre pour lui. Ça, c'est Henri. Henri, c'est le scientifique de l'agence. Ça, c'est Martha. Martha, c'est la boss, la directrice de l'agence. Ça, c'est Billy, l'informaticien.
ça, c'est Moignon, le secrétaire, puis lui qui fait tous les jobs de paperasse. Là. Mon préféré, moi, c'est Jean. Je sais que c'est un peu genre cliché, mais je m'identifie vraiment à ce personnage-là parce que moi, dans la vie, j'aime ça niaiser puis être un peu stupide. Puis Jean, ben, il est comme ça au naturel. Là. Ben, le fait que ce soit une bande dessinée, premièrement, parce que j'aime autant lire des romans que des bandes dessinées. Mais si ça avait été en roman, genre, je sais que j'aurais pas accroché. Il y en a 8 dans la saison 1. Après ça, il y a eu un hors-série. Il y en a eu 5 dans la saison 2, puis il y a eu un autre hors-série pendant la saison 2. Il y a, après ça, comme une autre série à part, c'est Mini-Jean, que c'est comme un clone de l'Agent Jean qui a été raté, fait que ça a comme fait un demi-Agent Jean. Il y en a 3, mais le 4e va sortir le 1er juin. Après ça, il y a les livres de Mini-Jean, il y a comme des mini-journaux à part qui expliquent ce que, genre, Mini-Jean, il ressent de son côté. Après ça, il y a comme des aventures de Mini-Bulle, qui est un clone de Bulle, puis Mini-Bulle, puis Mini-Jean, qui sont vraiment comme des livres vraiment plus pour les petits-enfants. Alexa a fait un roman de Mini-Bulle et Mini-Jean. Puis il y a l'univers est un ninja, que ça, c'est un autre univers totalement à part, mais que c'est comme un peu... Ben moi aussi, j'aime ça, parce que c'est Alexa qui l'a fait, mais c'est vraiment genre comme des ninjas, puis tout. Je les ai toutes à la maison, je les ai toutes lues. Moi, ça m'apporte du bien, ça m'apporte du calme. Genre, mettons que je vais pas bien, je vais lire un livre, puis ça va m'aider un peu à mieux me sentir. Dans le fond, c'est mon frère, ma mère puis moi, on est allés au Costco. Puis mon frère, ça va acheter le tome 7, 8, puis le premier tome hors série de l'Agent Jean. Puis moi, au début, je trouvais ça normal. J'avais essayé de le lire, mais j'avais pas vraiment aimé ça parce que j'avais commencé par le tome 7. Puis là, mon frère m'a donné ses livres après les avoir lus. Mais moi, je les avais pas encore lus parce que j'avais pas les autres tomes. Puis à un moment donné, j'en avais parlé de tout ça avec mes amis. Puis c'est un de mes amis qui m'a offert à ma fête le tome 1 de l'Agent Jean. Après ça, je me les ai tous achetés. Ma maman, mes parents m'ont aidé surtout à m'en acheter. Puis quand ils sortent, ben c'est moi qui vais me les acheter parce que je suis rendu que j'ai de l'argent, que j'ai une job, puis ben c'est ça. Je dirais que c'est quand même assez connu, fait que si j'en parle à une personne, ben la personne elle va savoir c'est quoi. Et c'est pourquoi je recommande l'Agent Jean.